He's cocooned himself into a world where he's the biggest guy in the room all the time. You can't even speak to this guy. We want to just give them all, you know, something they've never seen before. So we can't even give you a hint of what that might be. Quand elle a commencé, personne n'aurait pu imaginer que la belle rencontre, la belle histoire d'amour artistique entre Jay-Z, qui prétendait à devenir le roi du hip-hop, et R. Kelly, qui était déjà intronisé en tant que roi du R&B, aurait pu se terminer devant les tribunaux pour une somme absolument rocambolesque, à savoir 75 millions de dollars. Ça donnait un peu moins envie de faire la fiesta. Tout le monde dansait dessus, c'était la fiesta en plein en 2000. Et justement, l'année 2000 est une année charnière. C'est l'année où on était censé faire tous les bilans, savoir qui est qui est devenu quoi. Et bien sûr, qui fera quoi dans sa vie en fait? Parce que pendant les années 90, bien sûr, on l'a vu à plusieurs reprises, il y a l'explosion aussi bien du R&B que du hip-hop. Le R&B après la New Jack est notamment impulsé par le son de Kells qui révolutionne quasiment tout à partir de 12 Play et qui dans toute la décennie va enchaîner les succès jusqu'à ce fameux Tipeee to Come. Et en face, comme sur un ring de boxe, on a Jay-Z qui depuis Reasonable Doubt en 96 a défendu malgré tout une idéologie du rap beaucoup plus light, beaucoup plus radiophonique, beaucoup plus mainstream dans l'idée, surtout comparé à son compère Nas qui lui a valu de gros succès comme Hard Knock Life avec 5 millions d'exemplaires en 98, ce qui était exceptionnel pour un album de rap. Il a continué sur le 4e en 99 avec 4 autres millions d'exemplaires vendus. Donc il arrive en 2000 à cette fameuse fiesta en pleine forme. Cette fiesta, tout le monde en veut à l'époque. Ce sont deux géants de deux structures différentes et chacun a un intérêt à avoir l'autre à ses côtés. Le premier pour Jay-Z, c'est de se dire que maintenant que je veux de plus en plus m'ancrer dans un son moins hip-hop mais toucher beaucoup plus large que simplement les rappeurs, c'est bien que je sois qu'un chanteur de R&B qui est déjà complètement confirmé dans cette ère-là. Et de l'autre côté, R. Kelly se dit, le son R&B se hip-hopise de plus en plus. Le fait de faire la collaboration avec un rappeur et de hip-hopiser mon son comme je le fais depuis plusieurs années ne peut pas être une option négative, surtout qu'à ce moment précis, les deux ont déjà collaboré à plusieurs reprises ensemble. En 96, sur l'album du groupe de R&B de R. Kelly, les Changing Faces, Jay-Z est appelé sur la chanson All in My Days. C'est un titre composé, produit et écrit par R. Kelly comme tout l'album à l'époque. Dans cette même année, on va les retrouver ensemble sur la bande originale du film Space Jam qui va donner à R. Kelly son plus gros tube mondial, I Believe I Can Fly. Que je ne supporte d'ailleurs pas et je me rappelle d'ailleurs que lui-même ne la supportait pas et ne la chantait qu'à la télé parce que dans les concerts, à l'époque où il pouvait en faire, qui va à un concert de R. Kelly pour écouter I Believe I Can Fly? You talk about I believe I can fly and you can't fly. Well, you know, it's all about... Même si j'imagine que maintenant qu'il est en prison, il doit avoir pris un sens nouveau, il doit vraiment espérer pouvoir voler quoi. Je m'étais promis de pas faire. Donc, concentrons-nous. 96, Space Jam, I Believe I Can Fly, et on retrouve donc aussi Jay-Z en tant que Ghost Rider de Bugs Bunny, oui, sur la chanson Bugging. Les deux brothers s'aimaient bien parce qu'en 98 encore sur l'album R de R. Kelly qui faisait d'ailleurs justement cette jointure entre le R&B et le hip-hop, on retrouve Jay-Z sur la fameuse chanson We Ride. Nous sommes en 98 et l'ambiance est toujours bien. Tellement bien que quand Jay-Z va poignarder le producteur Lance Rivera, c'est son ami Robert qu'il va appeler et ça va vous faire marrer pour le coup. Pour pouvoir rincer son image, avoir une image plus lisse, il fallait que Robert soit à ses côtés. Et là, vous vous dites certainement, mais pourquoi est-ce que Jay-Z a poignardé quelqu'un? Jay-Z a poignardé quelqu'un parce que je dois prendre un avion, je vous la fais courte. Parce que c'est un ancêtre de la Beehive, les gens qui pourchassaient les personnes qui auraient écouté l'album de Beyoncé par leak alors qu'eux-mêmes n'achètent pas les albums de Beyoncé, ils ne font que les streamer, en fait, il en fait partie. Il faut savoir qu'en 99, son album Life and Time of Sean Carter va filtrer quelques semaines avant sa sortie. Et pour lui, à l'époque, c'est un séisme, ça va l'empêcher de faire les ventes qu'il espérait faire, dont l'ambiance était plutôt terne, assez morose.
rose chez Def Jam et c'est là qu'une des responsables va lui dire que c'est le producteur Lance Rivera qui était notamment connu pour avoir travaillé avec les Junior Mafia, avec Cameron, qui avait fait filtrer l'album avant sa sortie. Jay-Z va voir rouge, mais il va garder son calme et il va y avoir la release party de l'album de Q-Tip Amplify et ce soir-là, Jay-Z va arriver et bizarrement, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est ce qu'il va dire au début, Lance Rivera va se retrouver à l'hôpital après qu'une immense lame l'ait transpercé en plein milieu de la soirée. Quand on va commencer à chercher les responsables, Jay-Z, lui, va commencer à chanter Shaggy. He wasn't me par-ci, he wasn't me par-là. Et ça va aller jusqu'au point où le problème va devenir racial. Il va avoir une garde à vue, il va en sortir. Et son avocat et celui de Dame Dash vont même aller jusqu'à dire en pleine conférence de presse, mais comment est-ce possible qu'on puisse suspecter quelqu'un d'aussi doux que Jay-Z? Comment est-ce possible qu'on puisse simplement imaginer? Et c'est donc là qu'ils vont aussi se lancer dans un contre-procès médiatique. Et comme à ce moment précis, R. Kelly de son côté, c'est le roi du R&B avec une plutôt bonne image, rien ne lui rend, lui va venir l'aider, le soutenir sur la fameuse chanson Guilty Until Proven Innocent, coupable jusqu'à preuve du contraire, comme pour signifier qu'en gros, la presse l'accusait à tort. Et sur cette séquence, c'est R. Kelly qui est plus ou moins le gars angélique qui vient le soutenir et Jay-Z le bad boy. Le coup médiatique est beau parce que même si ce n'est pas un gros tube, cette chanson est chantée dans la rue, on soutient Jay-Z et finalement ils se disent putain, notre association fonctionne bien au point où on a une force médiatique. Bon, quelques semaines après la sortie de cette chanson-là, les choses vont s'accélérer dans le procès et Jay-Z va finalement être obligé de plaider coupable d'avoir poignardé Lance Rivera. Mais finalement, vu qu'il n'y avait pas de peine de prison, dans l'euphorie qu'ils avaient créée, ils se félicitent et se disent que effectivement, pour pouvoir continuer à mainstreamer Jay-Z via R. Kelly, l'association est bonne et pour pouvoir garder l'assise de R. Kelly sur le côté aussi hip-hop, faut vraiment faire un album en commun et c'est donc comme ça qu'ils vont lancer cette fameuse conférence de presse où ils sont là assis tous les deux et disent qu'ils nous préparent le meilleur des deux mondes. This whole album, and the whole reason why we're here right now is just, it's bigger than the music. Rien qu'au titre de l'album, vous voyez l'audace, vous voyez la confiance, et le disque a été enregistré assez rapidement. R. Kelly produit quasiment tous les titres, certains avec le duo de producteurs Paul Kenton, et la majeure partie des titres sont donc écrits par les deux. En gros, Jay-Z écrit ses couplets, R. Kelly écrit les siens, et ils envoient donc aux radios en premier single la fameuse chanson Honey. Jay-Z est sur les couplets, R. Kelly sur les refrains, une formule qui semblait avoir marché chez d'autres récemment. On va voir comment ça prend chez nous. On a un sample de Love Inside Your Heart des Bee Gees sur la chanson, donc on se dit vraiment que pour eux c'est marketé pour toucher un très large public. Ils l'envoient aux radios, un clip est censé être tourné et c'est à ce moment précis qu'on va se rendre compte que les radios américaines sont frileuses de jouer un nouveau titre de R. Kelly en plein milieu de ces accusations-là. De l'autre côté, eux, ils étaient plutôt sereins parce que l'album sortait dans 3 semaines. Ils se disaient, c'est nous les rois, avec notre nom, on va vendre et on va faire une promo sur le très long terme. Et bien sûr, quand tout ça explose, la personne qui est vraiment dans le down, ça semble être R. Kelly, mais la personne qui est vraiment très fâchée, c'est bien sûr Jay-Z. Le gars fait une tentative de mainstreamisation. Il passe par son frère du R&B qui a une bonne image parce que le rappeur qui poignarde les gens, qui est embrigadé dans plein d'affaires, ça ne passe pas super bien auprès du mainstream que veut atteindre Jay-Z à ce moment-là. Donc l'association est bien calculée et en plein milieu, dès le départ, la promo commence à peine. On découvre que R. Kelly est lui-même englué dans une affaire de pédophilie. C'est donc comme ça que Jay-Z va tranquillement prendre ses jambes à son cou, il va fuir toutes les promos et il va tout annuler. Chacun pour soi, Dieu pour tous. If he's guilty, I just hope and pray that he get help. If he's not, I wish everybody embrace him. I mean, I wasn't there. You know what I'm saying? Like, I know that. I know I ain't have nothing to do with that. L'album Best of Both Worlds sort sans aucune promo. Il n'y a rien, il n'y a pas de clip. Il va y avoir un second single radio qui s'appelait Get This Money. I'm talked off the Belvedere, strippers in my hotel suite.
et qui en réalité pour moi sera le laboratoire de Toya Twang, parce que vu que les radios ne veulent pas jouer, tout ce qu'ils vont avoir derrière eux, ce sont les fans. Les fans sont derrière. L'album est premier aux États-Unis. Il y a 1 million d'exemplaires en quelques mois, même si rien ne pousse derrière. Même en France, on se retrouve avec le disque d'or sans aucune promotion. Et Jay-Z est toujours en retrait en disant si R. Kelly est innocent, bon, c'est mon frère. S'il ne l'est pas, bon, tant pis pour lui en fait. Parce qu'il y a aussi ce moment où il ne veut pas se mêler à quelque chose qui lui desservirait. Déjà que lui-même n'est pas en bonne posture. Et l'affaire aurait pu, ou peut-être même aurait dû s'arrêter là. Sauf que quelques mois après tout ça, R. Kelly va réussir à totalement inverser la tendance et recartonner quasiment comme jamais avec les titres Ignition et Step in the Name of Love qui vont sortir en fin d'année 2002 et qui vont pousser de ouf le fameux album Chocolate Factory. C'est une sorte de coup de force à ce moment précis parce qu'on pensait qu'il ne se relèverait pas de ce genre d'accusation, mais il va faire plus de 500 000 ventes en première semaine et en 3 semaines, l'album a passé la barre du million d'exemplaires aux États-Unis. Dans sa carrière, c'était une des premières fois. But I haven't had an album do what this album has done, you know, and a lot of people out there saying, man, this is your best work yet, you know, and I just thought that was unbelievable. Bien évidemment, ce move phénixien va tout changer dans le game. Parce qu'effectivement, plein de gens disaient sur le coup, on va attendre plus ou moins que l'affaire soit jugée. Mais dès que le public va juger l'affaire médiatique en disant que malgré tout, nous on veut continuer à écouter R. Kelly et on va acheter ses disques en masse. Et tout le monde va changer d'avis en se disant bon, R. Kelly est de nouveau fréquentable, on peut de nouveau travailler avec lui. Et c'est donc comme ça que Jay-Z va rappeler R. Kelly, notamment pour ce qui est censé être l'un des derniers concerts de sa carrière, Fade to Black, dans lequel Foxy Brown, Jésus-Christ, donne une prestation exceptionnelle. Et donc du coup l'amitié repart et c'est sans doute la chose la plus logique dans leur situation. Les deux se sentent plus ou moins rois de chacun de leur domaine. R. Kelly réussit à surpasser une histoire d'abus sexuel sur une fille de 15 ans. Jay-Z, et bien sûr ce n'est absolument pas vous mettre ça en comparaison ou dire que c'est égal, pas du tout. C'est juste pour replacer dans le contexte de leurs différentes affaires. Jay-Z lui de son côté réussit à passer dans cette étape où il a poignardé quelqu'un de sang-froid et il a d'ailleurs cassé la tête avec des bouteilles à plusieurs autres personnes. Et les deux ont toujours une carrière, ils sont quasiment plus forts que jamais dans leurs chiffres de vente et mieux encore, leur album Best of Both Worlds, quasiment sans aucune promo, a fait le million de ventes. Donc franchement, ils se disent autant y aller, autant en faire un second et pour pouvoir promouvoir ce second, pour pouvoir vraiment montrer qu'on est ensemble parce que dans plusieurs interviews au début de l'annonce, les gens disent à Jay-Z mais c'est bizarre, la dernière fois tu l'as abandonné, maintenant tu lui donnes une seconde chance, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, la réponse est simple, l'argent et l'image. Parce que R. Kelly semble de nouveau avoir retrouvé son image et derrière la tournée, c'est de l'argent facile. Ils sont sûrs de remplir toutes les places et en plus, c'est plutôt bien négocié pour Jay-Z parce que c'est 60% de revenus pour R. Kelly, 40% pour Jay-Z. Pourquoi refuser une telle opportunité? C'est donc comme ça qu'ils commencent les shows et qu'ils envoient en parallèle le premier single de ce second album en commun qui va s'appeler Unfinished Business et le single c'était Big Chips qui lui va avoir un bon démarrage à radio. Il va même arriver à la 39e place au Hot 100 très rapidement, ce qui voulait vraiment dire que la tempête était passée. Sauf que la guerre commence toujours quand on ne s'y attend pas. Surtout quant à les fratricides. Vous vous rappelez que le 24 février dernier, on s'entendait parce que la Russie bombarde l'Ukraine. Désolé, je dois prendre mon avion, donc si je suis un peu... Voilà, c'est pas très grave. Là, ça va commencer par du détail. Dès le premier show à Chicago, R. Kelly estime que le mec de Jay-Z a fucked up sa lumière, a fait en sorte qu'on ne le voit pas super bien, lui, la superstar. De l'autre côté, Jay-Z dit que lui s'est mis en retrait pour R. Kelly dans sa ville à lui et qu'ensuite, R. Kelly lui a pas rendu l'appareil dans d'autres villes. Et ensuite, ça va devenir une série d'enfantillages totalement médiatisés. C'est-à-dire que le jour d'après, R. Kelly a 2 heures de retard. C'est Jay-Z qui va à la radio dire que j'ai attendu ce motherfucker. Plus la tournée va avancer, plus ils vont commencer à cesser de se parler parce que les tensions sont trop fortes. L'un joue une certaine setlist le premier jour, le second jour, comme l'autre a changé sa setlist, lui aussi change sa setlist. On quitte fatalement le meilleur des deux mondes pour se retrouver dans la guerre des deux mondes, la guerre des égos.
Jay-Z fait beaucoup de promos radio, c'est-à-dire que tous les jours à 6h du matin, il se lève, il va à la radio, il parle. R. Kelly ne s'emmerde pas de ce genre de choses parce que c'est quand même lui la diva, c'est lui qu'on attend le soir. Et fatalement, chaque soir, il y a quasiment toujours un incident. Il y a un des soirs où R. Kelly va aller frapper le metteur en scène, ce qui va faire en sorte que ça annule 3 dates. Et vous commencez donc à comprendre que le scénario de 2002 se répète quasiment en 2004 au niveau de l'album. C'est-à-dire que quand 2 personnes en arrivent à autant se disputer et qu'elles doivent défendre un album ensemble, ça devient compliqué. Et puis la date de sortie approche, même si un concert spécial organisé au Madison Square Garden, on ne comprend plus exactement ce qui se passe entre les deux. À la date du 17 octobre, Jay-Z quitte le show super vite parce qu'il a une urgence et finalement on le retrouve photo à l'appui à l'anniversaire d'Usher au même moment. Usher, R. Kelly, ça fait un peu... Je suis allé voir un potentiel rival pendant qu'on est sur scène et clairement ce n'est pas fait innocemment dans ce climat de tension. Mais l'album Unfinished Business en première semaine va faire quasiment la même chose que le précédent. 212 000 ventes. Les fans sont toujours derrière eux et il y a le fameux concert du 29 au Madison Square Garden que tout le monde attend et qui va être finalement la fin de tout ça parce que les rapports sont tellement tendus que quelques jours avant, R. Kelly dit avoir reçu un coup de fil où on le menaçait en lui disant que on lui ferait du mal sur scène. Pour lui, c'est très certainement l'équipe ou alors les associés de Jay-Z qui veulent le brutaliser et qu'il se rappelle que Jay-Z quand même si la dernière fois il l'a soutenu, il a quand même admis qu'il n'avait pas eu de mal à poignarder quelqu'un si on le dérangeait trop. Donc R. Kelly raconte qu'il a pris peur parce que ce jour-là, il monte sur scène et il dit avoir vu dans le public quelqu'un avec une arme. Paniqué, il a cru qu'on en voulait à sa vie. C'était beaucoup moins facile que face à une fille de 15 ans ou aux filles du McDo là. Donc il a couru dans la loge et il s'est enfermé dedans en disant que quelqu'un veut le tuer et ça a créé une sorte de panique. I saw something. I don't know what I saw. It's like 6 roll, whatever. That's what happened. Et à ce moment précis, pendant que R. Kelly est dans la loge et qu'il est hystérique, choqué par ce qui vient de se passer, Jay-Z monte sur scène et il dit à tout le monde qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armes à feu là-dedans, on va continuer le show. Il fait huer R. Kelly au public qui est donc déçu que R. Kelly soit parti et il commence donc à avoir une bonne réponse, il chante ses tubes, il continue le show, pas d'armes à feu dans la salle. R. Kelly qui était totalement en feu, voit ça et se dit merde, est-ce que ce gars n'est pas en train de me voler mon show? Et donc il décide avec ses compères de retourner sur scène et de sortir les vocals. Mais il va malheureusement être coupé dans sa volonté de groove parce que l'un des associés de Jay-Z, Tyron Smith, Ty pour les intimes, va l'asperger de poivre, lui et toute son équipe, afin qu'il ne puisse pas monter sur scène. Jay-Z va donc pouvoir continuer son show tranquille pendant que R. Kelly sera conduit à l'hôpital. Et mieux encore, quand Jay-Z va finir son show, il va dire aux gens « je reviens dans 10 minutes » et quand il va revenir 10 minutes après, pour pouvoir remplacer donc la partie de R. Kelly, il va y avoir plein d'invités. Usher, Mary J. Blige, plein d'artistes qui avaient été invités à ce Madison Square Garden vont monter sur scène et vont faire la fête avec lui. But I can't hear what he's saying. I thought he was going for the lights move again. Yo, my lights is messed up again, you know. Pas besoin de vous dire que la promo de l'album était foutue. Le second single qui était une sorte d'hip-hop opéra très shakespearien dont Let Me Die va lui aussi être fatalement annulé alors qu'il avait été envoyé aux radios pile à la sortie de l'album qui venait de faire une très bonne première semaine de vente. Et ça ne s'arrête pas là. Les rapports sont tellement tendus que tout est fini. La tournée s'arrête et Jay-Z décide avec le promoteur de renommer la tournée Jay-Z and Friends. À savoir qu'il va prendre tout ce petit beau monde qui était venu l'aider comme par hasard lors de cette dernière date et les amener sur la suite de la tournée. R. Kelly va très mal prendre ça. Il va porter plainte quelques jours après pour 75 millions de dollars à Jay-Z et à la société de production, estimant que depuis les répétitions, les associés de Jay-Z l'emmerdaient avec les lumières, que ce qui s'est passé au Madison Square Garden avait été prévu par Jay-Z et ses équipes et qu'en réalité, Jay-Z est jaloux depuis le début que R. Kelly est 60% et lui n'est que 40% et c'est pour ça qu'il a essayé de faire cette manipulation-là pour pouvoir briser la tournée et pouvoir donc partir avec le reste en tournée. You feel you're being cheated out of that and nobody's giving you the chance to work with the people you're supposed to work with as far as the lighting people are concerned. That's why I always told people my deal was with the lighting people at that point in time.
Quelques semaines après, c'est Jay-Z qui va faire une contre-plainte à R. Kelly, disant que R. Kelly, toute la tournée, avait un comportement incompréhensible, ingérable, qu'il était souvent en retard. Je vous l'ai dit qu'il a été en retard à plusieurs reprises, qu'il ne venait pas souvent aux interviews pour faire la promo, qu'il n'avait bien sûr rien à voir avec ce qui s'était passé au Madison Square Garden. R. Kelly délirait et qu'en gros, bah bien sûr, tout ça causait un préjudice financier et c'était normal qu'on sorte R. Kelly de la tournée. Et il en parle d'ailleurs sur le remix de Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg et Pharrell. À votre avis, du coup, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Qui dit véritablement la vérité? Parce que musicalement, encore une fois, même si je ne trouve pas aucun de ces deux albums exceptionnels, ils ont vendu encore une fois 1 million d'exemplaires. C'est-à-dire que les gens les ont soutenus. Mais maintenant, par rapport à cette guerre-là, nous sommes en fin 2005. Vous êtes juge, qui croyez-vous? Parce que le juge qui va recevoir la contre-plainte de Jay-Z va immédiatement la rebooter. Il va rebooter Jay-Z en disant qu'en gros, la plainte ne tenait pas la route. Et finalement, donc, c'est la fameuse plainte de R. Kelly qui va être settle. Ils vont trouver un arrangement quelques mois plus tard pour plusieurs millions de dollars. Everybody, you okay? You safe? There's no guns in the building. Moi, je pense que R. Kelly devait être absolument abominable. Ça, c'est mon avis, mon opinion. Parce qu'il a ce caractère, cette manière de se voir en tant que ce qu'il pensait et ce qu'il était d'ailleurs à l'époque. Donc, il a dû arriver en mode très diva et penser aussi que dans un sens, il devait faire un cadeau à Jay-Z. Ça ne veut pas dire que Jay-Z n'avait pas son ego de son côté. Ça veut juste dire que je pense que R. Kelly avait ce côté. En plus, l'album là, quand on voit les productions, quasiment je fais tout. Tu sais que chacune de mes productions, c'est $250 000. Donc, finalement, je te fais un cadeau. Si on voit les nombres de disques vendus, moi j'écris pour Michael Jackson et ce genre de choses, je viens de me relever de ça, 60-40, c'est quand même moi le boss. C'est-à-dire que je pense véritablement qu'il y avait quand même ce côté diva chez R. Kelly qui a dû agacer Jay-Z. Par exemple, le fait que R. Kelly ne vienne pas aux interviews promo le matin et c'est Jay-Z qui les fait seul, ça a dû être en mode vraiment je travaille un peu pour lui. Et ces espèces de tensions là qui se sont certainement aussi accentuées, et là je pense que c'est certainement des deux côtés, à savoir que un soir tout le monde le félicite R. Kelly, ou alors il y a plus de cris quand R. Kelly passe, le soir d'après il faut que j'ai plus de cris que lui, ce genre de choses. Ça a dû se faire dans les deux sens parce qu'on voit d'ailleurs qu'ils ont changé chacun leur setlist tous les deux. Parce qu'il faut savoir que ce n'était pas un show où tu passes, je passe. C'était tu passes 10 minutes, l'autre repasse, tu passes 10 minutes. C'est-à-dire qu'il s'est changé déjà le show. Et rien que dans cette structure-là, ça faisait déjà un peu battle. Donc de fait, ça a conduit à l'affrontement. Et justement à l'affrontement, R. Kelly, il a subi les méthodes de Jay-Z. Il pensait certainement qu'ils allaient continuer leur petite guéguerre là sans que ça n'aille plus loin. Et quand il a commencé à recevoir les appels et la fameuse arme. Alors on a fouillé tout l'établissement, on n'a pas vu d'arme, mais je pense qu'il a effectivement dû voir quelque chose, en tout cas, qui l'a menacé. Il n'est pas totalement fou et c'est pour ça qu'il est parti et que le coup, pour le coup, avait été prévu. C'est-à-dire qu'on savait qu'il réagirait comme ça parce qu'il avait ces petites attitudes quand on lui ferait ce genre de choses. Et la preuve pour moi qu'on savait qu'il réagirait comme ça, c'est le fait de l'empêcher de revenir sur scène. Si en fait ça avait été quelque chose qui n'était pas du tout prévu, ils auraient laissé R. Kelly revenir sur scène et continuer le concert. Le fait qu'on empêche R. Kelly de remonter sur scène, en plus avec du spray au poivre sur les yeux et tout et partout avec toute son équipe, ça montre que on savait qu'il allait sortir de scène, qu'on avait prévu de le garder quelque part et surtout on avait déjà un autre show parce que Foxy Brown, Usher, Ja Rule, Mary J. Blige qui montent tous sur scène, qui savent tout ce qu'ils doivent chanter à ce moment précis. C'est pas tombé du ciel. Surtout que la suite de la tournée s'appelle Jay-Z and Friends. Pour moi, de ce côté-là, Jay-Z l'a entre parenthèses eu. Certes, ils ont payé, mais ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, je pense que R. Kelly le savait aussi très bien parce qu'en 2006, Tyrone Spit, le fameux ami de Jay-Z qui avait aspergé R. Kelly, va avoir un poste important chez Def Jam. Et à ce moment précis, R. Kelly va reporter plainte à Jay-Z en disant, mais attends, guilty until proven innocent et ce genre de choses. Mais en fait, non, c'était sa récompense. Et il va plaider coupable, il va pas être condamné à une peine de prison pour ce qu'il avait fait à R. Kelly. Donc en fait, la fiesta était finie. Depuis, comme chacun sait, il n'y a plus jamais eu de collaboration entre les deux, même entre les artistes très très proches de Jay-Z et les artistes très très proches de R. Kelly d'une époque. Il n'y avait vraiment pas de lien. J'avais même été surpris de voir R. Kelly remixer lui-même If I Were a Boy de Beyoncé. Et bien sûr, maintenant que nous sommes à la fin de cette vidéo,
que pensez-vous de toute cette histoire qui s'est donc passée entre quasiment 96 et 2005 dans le meilleur des deux mondes? Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir énormément d'artistes R&B, hip-hop toujours vous citer Best of Both Worlds comme une sorte de référence à chaque fois. Omarion et Bawa, c'était pas ce qu'ils voulaient faire comme R. Kelly et Jay-Z. Il y a toujours cette espèce de truc de revenir sur cette période. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, c'est des projets qui ont bien marché en termes d'aspects commerciaux, mais qui ont jamais été promus au vu de leurs problèmes personnels. Il n'y a même pas de clip, alors qu'ils ont 2 albums certifiés platine et une tournée. Tellement au début, il y a eu l'affaire R. Kelly qui les a donc un peu éloignés, et ensuite donc, il y a eu l'affaire de rivalité qui s'est terminée comme elle s'est terminée. L'année d'après, R. Kelly va avoir l'album TP3 Reload qui sera à nouveau certifié plusieurs fois platine, et Jay-Z reviendra quelques temps après, qui sera à nouveau un autre succès pour lui. Et donc du coup, que pensez-vous de cette rivalité? Êtes-vous plutôt, je parle bien, dans l'esprit précis de cette affaire du côté de Kells ou de celui de Giga par rapport au comportement, par rapport à leurs différentes relations, par rapport à l'esprit général du game? Quelle est votre relation préférée entre les deux? Et que pensez-vous des 2 albums en commun en fait? Est-ce que vous préférez Unfinished Business? Est-ce que vous préférez Best of Both Worlds? Quel est le meilleur selon vous? Et dans l'affaire de la tournée, est-ce que pour vous, Jay-Z avait prévu comme moi je le pense, ou est-ce qu'il a été surpris par les événements et il s'est adapté au fil de la situation? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires et à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à Monsieur sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.